Vous vous avancerez 5 par 5. Ah, et votre avocat peut vous accompagner. 5 par 5. Votre avocat peut vous accompagner. Oui, c'est ça, c'est ce qu'elle a dit. Vous vous avancerez 5 par 5. Ah, et votre avocat peut vous accompagner. 5 par 5. Avec l'avocat. 5 par 5. Je suis encore hanté par ces mots prononcés le soir du 29 octobre 2024 au Justicia. Pour celles et ceux qui ont la chance de ne pas connaître le Justicia, il s'agit de l'ancien quartier général de l'OTAN. Depuis le procès des attentats de Bruxelles du 22 mars 2016, il fait office de palais de justice décentralisé. Ce bunker à moquettes, faux plafonds et meubles en plastique sans goût est situé à Aren, un petit village devenu en quelques années haut lieu de la justice pénale bruxelloise. Le Justicia est terne et pratiquement vide. Ses murs sont nus, percés seulement par quelques portes dont la plupart paraissent destinées à rester fermées. À l'exception des sympathiques employés de l'entreprise privée chargée de l'accueil des visiteurs et des quelques policiers qui s'y promènent avec leur habituel air suspicieux, il n'y a pratiquement pas âme qui vive. Le Justicia était au bon endroit, au bon moment, pour accueillir l'exceptionnel procès des attentats de Bruxelles. Mais il ne peut être qualifié de bâtiment de justice. N'y cherchez d'ailleurs pas les symboles habituels et ancestraux de tels lieux. Aucun fronton n'en surplombe la porte d'entrée, aucune marche à gravir pour y parvenir, juste un parking à traverser et quelques barrières entre lesquelles se faufiler. Aucune salle des pas perdus, uniquement un long couloir, un couloir des pas perdus. Aucun matériau noble non plus, seulement du plastique et du bois contreplaqué. Aucun tableau, aucune sculpture ou tapisserie, aucun buste d'homme de justice célèbre, aucun buste de femme de justice célèbre non plus, ce qui, je vous l'accorde, est moins inhabituel pour un lieu de justice. Mais n'y cherchez pas non plus de visiteurs se promenant d'un pas hésitant entre les salles et y passant parfois timidement la tête. Non, non. Si vous êtes là, c'est que vous avez une bonne raison. Le Justicia est silencieux. Soit on y chuchote, soit les mots se perdent dans le vide qui le caractérise. Et puis, même s'il n'a pas abrité beaucoup d'affaires, l'atmosphère y est déjà lourde, étouffante, comme s'il portait le poids de ce qui a déjà été jugé. Il n'est pas étonnant, dans de telles conditions, que le rossignol se fasse rare dans les salles de réunion transformées en salles d'audience. Finalement, tout ce qu'on attend du Justicia, c'est de permettre l'accueil en sécurité de grands procès de personnes dangereuses. Ce bâtiment avait une autre fonction il y a encore quelques années. Il en aura peut-être encore une autre à l'avenir, s'il n'est pas détruit pour laisser place à un autre projet immobilier. Ce n'est pas un palais de justice. Non, non. C'est uniquement un endroit où des audiences ont lieu. Vous vous avancerez 5 par 5. Ah, et votre avocat peut vous accompagner. Monsieur le Président de la Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles, Madame la Bâtonnière, Mesdames les hautes magistrates, Messieurs les hauts magistrats, chers consoeurs, chers confrères, Mesdames, Messieurs, et puis comme Karim l'a fait, Chisato, cher Rossignol. Le fameux procès Sky ECC, du nom d'une désormais célèbre messagerie cryptée, a débuté le 18 décembre 2023 au Justicia. Qualifié par la presse de dossier le plus lourd de l'histoire judiciaire belge, il est assurément très imposant, au moins 375 cartons, c'est-à-dire plusieurs centaines de milliers de pages à consulter en ligne sur un site mal fichu, tout sauf user-friendly, un peu comme cette place d'ailleurs, parce que vous ne le voyez pas, mais j'ai assez de câbles ici pour en remettre dans tout le palais de justice.
Dans la salle d'audience, il y a 2 catégories de prévenus. Ceux qui sont détenus préventivement en prison, installés face au tribunal, sur quelques rangées de chaises étroites encadrées par de nombreux policiers. Ils sont là, ce sont nos super VIP. Et puis, il y a les prévenus non détenus, qui se trouvent 10 à 30 mètres plus loin, à peu près là-bas quand on passe le 2e banc. Entre les deux, les avocats, eh bien nous on se rassemble autour de quelques tables munies d'indispensables prises de courant où brancher nos chargeurs d'ordinateur et de téléphone. Les 3 juges qui composent le tribunal sont au fond de la salle, sur une estrade. À leur droite, 2 greffières, et puis à leur gauche, le magistrat fédéral, à peu près à ma place. Puis je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on en avait beaucoup parlé à l'époque, il y avait un grand box vitré dans cette salle. C'est le box qui a accueilli les accusés du procès des attentats de Bruxelles. Et il avait fait grand bruit parce qu'il avait coûté 485 000 € en 2 fois. Eh bien, ce box, il est vide. Il est vide. Cette salle, elle a été pensée pour accueillir un procès d'assises, pas des audiences correctionnelles. Le procès dure plusieurs mois, au moins 3 audiences de 5 heures par semaine. D'abord l'instruction d'audience. Les prévenus, généralement accompagnés de leurs conseils, se succèdent à un rythme soutenu. Cet interrogatoire est plus ou moins éreintant selon l'humeur de la présidente et l'attitude plus ou moins collaborante de la personne interrogée. Comprenez, selon qu'elle soit ou non en aveu. Quelques points sont abordés sans plus. Pour l'essentiel, il convient de s'en tenir aux auditions réalisées au cours de l'enquête. Surtout, il faut avancer sans perdre de temps. Ce n'est pas la vérité qu'on recherche. Non. La vérité, elle sera exposée plus tard par le magistrat fédéral au cours de son réquisitoire qui dure plusieurs semaines. Finalement, les conseils des prévenus prennent la parole, parfois quelques minutes, parfois plusieurs heures. En ce qui me concerne, c'était plusieurs heures, mais c'était surtout comme chanter devant un jury. Vous savez, les jurys qui tournent le dos, jamais personne ne s'est retourné pour buzzer. Non. Mon répertoire était manifestement passé de mode, ou bien sonnais-je faux, peut-être un peu des deux. Mais au moins je l'ai fait, et je dois vous dire que le public a paru enthousiaste. C'est déjà ça. 6 mois de délibéré plus tard, le 29 octobre 2024, le jugement tombe. Sur les 125 personnes poursuivies, 9 sont acquittées, 116 sont déclarées coupables de tout ou partie des préventions mises à leur charge. En réponse aux peines de prison d'un millénaire et quelques dizaines de poussières requises par le procureur fédéral à l'encontre des prévenus, 752 années d'emprisonnement ferme sont prononcées, soit en moyenne 6 années et demie par personne. Oui, 6 années et demie par personne en moyenne. Celles et ceux qui sont en toge dans cette salle le savent peut-être, pour les autres, je me permets de l'exposer. La loi sur la détention préventive permet à un tribunal d'ordonner, sur réquisition du ministère public, l'arrestation immédiate des personnes qu'il condamne à une peine d'emprisonnement d'au moins 3 ans, personnes qui ne seraient pas déjà détenues préventivement en prison, pour autant qu'il existe, selon eux, un risque de fuite ou de récidive. Naturellement, s'il ordonne une telle arrestation immédiate, le tribunal doit expliquer pourquoi, concrètement, par rapport à la personne concernée, il estime qu'un tel risque existe. En pratique, de telles arrestations sont rarement ordonnées en première instance. En cas de risque sérieux, de fuite ou de récidive, la personne condamnée se trouvera déjà en détention préventive. Si elle est libre, c'est donc que ces risques n'étaient pas ou plus assez prégnants que pour justifier une telle mesure. Et puis si elle est détenue préventivement, mais sous la modalité de la surveillance électronique, vous savez, c'est avec ce petit bracelet que certaines personnes portent autour de leur cheville et qui permet de les localiser 24 heures sur 24. Eh bien, s'il a été décidé de leur octroyer cette modalité, c'est que les détenir en prison n'était pas ou plus nécessaire. Le 29 octobre 2024, au terme d'un prononcé de plusieurs heures, ce qui est finalement extrêmement court quand on
tient compte du fait qu'il y avait 1440 feuillets à ce jugement. Je vois certaines mines défaites. Je n'ai ici qu'une vingtaine de pages. Je ne vous tiendrai donc pas en otage quelques heures. Au terme de ce prononcé, donc, le magistrat fédéral se lève. Il requiert 58 arrestations immédiates. Pour l'essentiel, à l'encontre de personnes présentes à l'audience, libres donc ou détenues sous la modalité de la surveillance électronique. Jusque-là, je vais vous dire rien d'étonnant. On s'y attendait. Et comme la loi le prévoit, les avocates et les avocats des personnes concernées se succèdent pour s'y opposer devant une petite table qui est placée là et qui fait face au tribunal. Sous l'œil inquiet de leurs clients ou clientes, désormais condamnés, derrière cette barre improvisée, leurs explications sont en substance toujours les mêmes. C'est tellement évident, voyez-vous, les personnes condamnées qui sont là, au terme de cet interminable prononcé, eh bien, elles ont quelque chose à perdre et à protéger. Une famille, un emploi, peut-être même leur honneur, qui sait. Elles peuvent encore faire appel et certaines portent même ce fameux bracelet électronique. Elles ne s'enfuiront pas. Pas maintenant. Et puis, quant au risque de récidive, s'il n'a pas permis jusqu'ici de fonder ou de maintenir la détention préventive en prison, la condamnation n'y change rien. Pourquoi faudrait-il les arrêter maintenant, immédiatement? Ça n'a aucun sens. Je me plie à l'exercice pour 2 personnes condamnées, qui comparaissent libres au prononcé. Une femme et un homme. S'ensuivent plus de 2 bonnes heures d'attente. Pendant ce temps, certains fument compulsivement devant l'entrée du bâtiment, d'autres font les 100 pas, d'autres encore feignent le détachement et discutent dans un coin. Je les observe et je dois vous dire qu'on est loin de l'image que l'on se fait de dizaines de membres d'une gigantesque organisation criminelle. Moi, j'y vois juste des hommes et des femmes apeurés à l'idée d'être privés de leur liberté. Nous, les quelques avocats et avocates encore présents, on essaye de faire bonne figure, pour les clients bien sûr, mais surtout pour nous-mêmes. Parmi les désormais condamnés, certains s'en vont et ne reviennent pas. La pression est trop forte. Je voudrais partir aussi. Oui, je réalise ce qui va se passer. Je le sais depuis des semaines en réalité, des mois même. Mais je ne pouvais pas l'accepter. Non. On nous appelle, ça va reprendre. Le tribunal réapparaît vers 21h15. Je perçois de la fatigue, mais pas d'émotion particulière. Après, on est tellement loin dans cette salle immense, peut-être que je ne les vois juste pas très bien. La lumière rouge du micro de la présidente s'allume, un grésillement. Elle va prononcer les décisions du tribunal sur les réquisitions d'arrestation immédiate. S'adressant aux personnes condamnées, elle ordonne « Vous vous avancerez 5 par 5 ». Je sens quelque chose se rompre en moi, tandis que la présidente ajoute quelques dixièmes de seconde plus tard « Ah, et votre avocat peut vous accompagner ». Est-ce l'incongruité de sa phrase précédente, une fois dite à haute voix, qui l'a poussé à ajouter cela? À moins que cela ne soit la stupéfaction qui s'est lue sur certains visages, voire l'envie soudaine de nous punir, nous aussi, les avocats? Je ne sais pas. Peut-être était-ce un peu tout cela à la fois. Mais je ne pense pas que cela avait été réfléchi. Son ton était plus hésitant. Ça a dû lui venir sur le moment. Mais cette phrase était presque plus déstabilisante que la précédente. En principe, l'avocat reste à sa place et le prévenu à la sienne au moment du prononcé sur l'arrestation immédiate. On ne vient pas à ses côtés, au milieu des policiers. Je suis abasourdi, sidéré. Et alors que mes clients sont plongés dans un ténébreux brouillard, je reste silencieux, docile, complice. Ma cliente est dans la première salle. Elle s'avance de quelques mètres pour faire face au tribunal et rejoindre les 4 autres et leurs avocats.
Je me dirige vers elle, puis l'accompagne face au tribunal. Je pose naturellement mon bras autour de ses épaules et elle se blottit quelques instants contre moi. Mais ne vous y trompez pas, je ne l'apprécie pas particulièrement et je dois reconnaître que c'est réciproque. Mais à ce moment-là, je suis le seul à pouvoir être à ses côtés pour affronter cette épreuve. Le seul. Et quelle épreuve! Elle tremble. Nous faisons face au tribunal avec les autres, entourés par une bonne quinzaine de policiers et séparés de l'estrade du tribunal par les chaises vides des détenus qui sont déjà repartis vers la prison. Son cœur bat vite. Les premiers condamnés sont arrêtés. Puis vient son tour, elle se fige. Sa respiration s'arrête. Elle reste libre. Je suis soulagé. Pour elle et pour moi. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, rappelez-vous, j'ai un autre client et il est bien plus loin dans la liste des condamnés. Immobile, j'assiste donc, en attendant et pendant de longues minutes, à un curieux ballet. Des personnes condamnées s'avancent, la plupart du temps avec leur avocate ou leur avocat, s'entendent dire que le tribunal ordonne leur arrestation immédiate et sont emmenés, je ne sais où, par des policiers. Ces policiers sont immédiatement remplacés par d'autres qui prennent leur place autour d'une nouvelle salve de condamnés, qu'ils emmènent à leur tour après leur arrestation, et ce, en empruntant le même chemin. Et puis les premiers policiers réapparaissent, de je ne sais où, pour reprendre leur place aux côtés d'autres condamnés encore, qu'ils emmèneront à leur tour après leur arrestation. Et ainsi de suite, encore et encore, 5 par 5. Quelques arrestations s'accompagnent de cris d'effroi dans la salle. Des larmes coulent, mais aucune opposition violente. C'est une sourde résignation qui domine. Dans ces ténèbres du justiciat, aucun rossignol ne se fait entendre. Aucun. C'est au tour de mon autre client. Il étreint ses 2 frères et s'avance vers moi. Il est grand, imposant et paraît presque serein. Pour tout vous dire, c'est lui qui me soutient. Il sait déjà qu'il va être arrêté. Une bonne trentaine d'autres l'ont été avant lui. La décision tombe. Il ne retrouvera pas ses enfants ce soir. 5 par 5. Ah, et votre avocat peut vous accompagner. Avant de reprendre ma voiture pour rentrer chez moi, encore groggy, je regarde machinalement les infos sur mon téléphone. Le jugement fait déjà les gros titres depuis quelques heures. À grand renfort de superlatifs, les médias retiennent essentiellement la hauteur des peines prononcées et insistent sur le caractère exceptionnel du procès. À la radio, ça donne à peu près ceci. Et puis au volet judiciaire, le jugement est tombé dans le procès Sky ECC. Des centaines d'années de prison et des millions d'euros de confiscation ordonnés par le tribunal correctionnel de Bruxelles à l'encontre de dizaines de membres du crime organisé. Les autorités judiciaires se félicitent. C'est la fin de l'impunité pour le crime organisé. La fin de l'impunité pour le crime organisé. À mes yeux, pourtant, ce procès, ou plus précisément ce processus de condamnation, aura été un échec du début à la fin. Ce processus commence par une instruction fondée sur la captation secrète, totale et indifférenciée de données cryptées dans un État étranger, sans aucun égard pour le droit au respect de sa vie privée et sans réel contrôle juridictionnel non plus. Il se poursuit par le décryptage et le partage de ces données entre différents États, dans des circonstances obscures. Ensuite, des centaines de perquisitions et d'arrestations sont ordonnées en Belgique et en Europe. Apparaît alors un dossier répressif, bâti par des dizaines de policiers et fondé sur l'idée que, si on utilise une telle messagerie cryptée, c'est bien qu'on a quelque chose à se reprocher, non ? Sinon,
À quoi bon? Il est impossible de lire ce dossier dans son entièreté au cours de la procédure. Impossible. On a trop peu de temps, puis soyons clairs, les clients ont trop peu d'argent aussi. Puis vient le procès, long de plusieurs mois. Le ministère public en aura été l'acteur central. Le magistrat fédéral déroule son dossier, sa vérité, à coups de slides montrant des pains de cocaïne et des caches dissimulés dans des containers. Ça, on en a vu, je peux vous dire. Il agrémente le tout de traits d'humour mal sentis, à la coloration parfois sexiste ou raciste. Il multiplie aussi les petites phrases assassines, généralement gratuites. Nous, les avocats de la défense, nous sommes appréhendés par le tribunal comme un ensemble aux contours mal définis. Les avocats, le barreau, la défense. D'ailleurs, pour tout événement important affectant le déroulement du procès, le tribunal privilégie aux communications aux avocats des prévenus, c'est-à-dire nous, les annonces dans les médias. Et je dois vous dire que, au début, je ne comprenais pas. Pourquoi un tel manque de respect? Pourquoi envoyer des dépêches aux organes de presse ou le fameux porte-parole du tribunal devant les caméras sans même préalablement nous envoyer un email? Et puis ça m'est apparu comme une évidence. Mais oui, ce procès n'est pas celui de dizaines de prévenus, non, c'est avant tout un message adressé au public belge et étranger. La Belgique combat le crime organisé et ses autorités judiciaires ne laisseront aucun répit à celles et ceux qui en font partie, quel qu'en soit le nombre. Quel qu'en soit le nombre. Plus d'une centaine de personnes étaient jugées au justiciat. Et les procès de masse qu'on a évoqués tout à l'heure, eh bien, ces procès de masse qu'on appelle aussi procès collectifs, ils ont fait l'objet d'analyses approfondies, principalement en droit international, et ce depuis le procès de Nuremberg. Ce concept renvoie à des réalités multiples, plus ou moins défendables. En droit international pénal, on vise surtout les procès qui portent sur des crimes qui ont fait des victimes en masse, comme les génocides et les crimes de guerre. On en entend beaucoup parler ces derniers temps. Généralement, ces crimes impliquent d'ailleurs aussi des masses d'auteurs. Puis il y a les procès de masse qui visent des groupes criminels ou terroristes, tels que les maxi-procès qui sont organisés en Italie depuis les années 80 à l'encontre de dizaines, voire de centaines de personnes accusées de faire partie de groupes mafieux. Et puis il y a aussi ces procès dont l'histoire débute il y a longtemps déjà avec les procès en sorcellerie et qui s'étendent à des opposants politiques ou à des catégories de personnes que des États totalitaires cherchent à faire taire, comme ceux qu'on a évoqués tout à l'heure. Le procès des attentats de Bruxelles du 22 mars 2016 était, lui, de masse, en raison du grand nombre de victimes concernées. C'est d'ailleurs l'un des éléments qui a justifié sa délocalisation au Justicia. Celui dont je vous parle depuis de longues minutes déjà, le procès Sky ECC, eh bien, il est de masse par le nombre de personnes poursuivies, toutes prévenues de faire partie d'une gigantesque organisation criminelle active dans le trafic de drogue. Il prétend ainsi s'inscrire dans la lignée des maxi-procès italiens. Et justement, ce que nous montre l'expérience italienne, et elle est ancienne déjà, puisque ça fait une bonne quarantaine d'années qu'on s'adonne à ce type de pratique là-bas, eh bien, ça nous montre que les procès de masse favorisent l'établissement des faits, de la vérité. Comment? Eh bien, en offrant une vision panoramique des activités du groupe criminel concerné. Et soyons de bon compte, c'est certainement nécessaire face aux organisations mafieuses qui gangrènent certaines régions d'Italie. Cependant, le maxi-processo italien, eh bien, il implique un sacrifice important. Il ne permet pas un exercice efficace des droits de la défense et n'assure pas non plus l'égalité des armes entre les personnes jugées et la partie poursuivante. La quantité de preuves produites est trop importante et les délais de procédure y font obstacle, tout comme le coût pour la défense de ces très longues procédures.
Il est dès lors généralement reproché par la doctrine, la littérature scientifique, à ces procès de relever davantage de la reconstitution historique que de l'établissement de responsabilités individuelles. Ces procès poursuivent en d'autres termes l'objectif essentiellement politique de lutter contre la criminalité organisée et non celui de juger des personnes. En Belgique, le décryptage des messages échangés sur Sky ECC a permis aux autorités judiciaires de comprendre que le trafic de cocaïne était le fait de multiples petits groupes, à la composition variable, qui collaborent de temps à autre, naturellement. Mais très loin donc de former une organisation structurée, pyramidale, tel un groupe mafieux italien. Un maxi-procès tel que celui qui s'est tenu au Justicia et les sacrifices qu'il implique sur le plan des droits individuels n'est donc absolument pas nécessaire. Le procès Sky ECC était ainsi bien un procès politique, en ce sens qu'il visait à montrer au monde que la Belgique serait désormais intransigeante face au nouvel ennemi global que constitue le narcoterrorisme. Prison, amendes et confiscations attendent toutes celles et ceux liés au trafic de stupéfiants, et plus largement, toutes celles et ceux qui en ont tiré, même indirectement, un quelconque profit. Ce procès, heureusement encore exceptionnel, nous dit quelque chose sur l'état de notre société. À mes yeux, il symbolise le dévoiement de la justice pénale belge. Une justice qui se donne pour objectif central de protéger la sécurité publique et non de contribuer à ce que l'infraction a brisé. Une justice qui appréhende les droits fondamentaux comme une variable d'ajustement et non comme son socle et son idéal. Dans ce contexte, les avocats apparaissent comme un mal nécessaire, l'alibi d'une procédure pénale globalement inéquitable, parfois indigne. Vous vous avancerez 5 par 5. Ah mais, votre avocat peut vous accompagner. Comment en sommes-nous arrivés là ? J'y ai beaucoup réfléchi ces dernières années, notamment pour rédiger ce discours. Et je dois vous dire que j'y vois la conjonction de 2 phénomènes. Le premier n'est pas propre à la Belgique et concerne toutes les démocraties européennes. Il s'agit de l'émergence et du développement d'un État pénal interventionniste. Le second est l'érosion, en Belgique, de la culture de l'État de droit. Je m'explique. Comme Foucault se plaisait à le dire, la pénalité est essentiellement politique et constitue un outil pour l'État, lui permettant de maintenir l'ordre social et donc sa propre autorité. Cet État a perdu, depuis le milieu des années 70, une partie de son pouvoir sur le plan économique et s'est corrélativement tourné vers la sécurité, qui est devenue son thème politique central. Il vise désormais essentiellement à prévenir la mise en péril de l'ordre social. Et en cela, le concept de dangerosité s'est substitué à celui de culpabilité. Et c'est ainsi qu'un État pénal interventionniste a émergé et s'est développé. Les mesures pénales préventives, se sont en conséquence multipliées, comme l'incrimination de la participation à des groupes terroristes ou qualifiés d'organisations criminelles, indépendamment de la commission de toute autre infraction. Si j'étais provocateur, ce que je ne suis pas naturellement, eh bien, je vous dirais qu'en matière de terrorisme et de trafic de drogue, aujourd'hui, la simple intention criminelle suffit d'ailleurs pour être condamnée. Et puis on sait que la procédure pénale que nous connaissons et que l'on qualifie d'inquisitoire repose sur l'idée que la vérité existe et doit être mise au jour par l'enquête. Sur le plan de la culpabilité, l'issue du procès qui est organisé au terme de cette enquête est en conséquence rarement douteuse. Ce procès constitue en réalité avant tout une cérémonie conduite par le juge dans un lieu symbolique, le palais de justice, et qui a pour but de répondre au trouble social causé
dans une perspective de réparation sociale. C'est l'ordre que le procès célèbre, et non, comme dans la culture anglo-saxonne, les garanties contre les excès de l'ordre. Cette cérémonie, l'acte de juger, donc, a, dans ce cadre, et comme l'a admirablement montré Paul Ricoeur, pour finalité ultime le rétablissement de la paix sociale, en permettant aux parties de se reconnaître mutuellement comme des sujets de droit, mais aussi comme personnes dignes d'estime, du coupable à l'égard de la victime à l'égard du coupable. L'acte de juger doit ainsi permettre la reconnaissance par les parties de leur altérité institutionnelle et interpersonnelle. Mais dans le même temps, il est attendu d'un juge moderne qu'il ne se cantonne pas à trancher la question qui lui est soumise. Non, il faut qu'il participe à la réalisation de politiques déterminées, suivant certaines finalités économiques ou sociales, tout en assurant le meilleur équilibre entre les droits et les intérêts en présence. Maintien de la sécurité publique versus droits et libertés individuelles. Puis ce n'est pas tout. Le juge doit encore être rapide, efficace, quitte à s'écarter du respect formel des règles de procédure pour rendre la décision qui soit la plus opportune. Et puis naturellement, à la fin, rappelez-vous Paul Ricoeur, le juge doit parvenir à rassembler les parties autour de sa décision, sans quoi l'objectif général de rétablissement d'une forme, en tout cas de paix sociale, ne pourra être atteint. Et c'est à ce moment du raisonnement que l'état de droit entre en jeu. Oui, l'état de droit, c'est le ciment de cette reconnaissance mutuelle à laquelle le processus judiciaire doit conduire. Sans état de droit, pas de reconnaissance mutuelle. Pas de reconnaissance que chacun, au procès, est digne d'estime. Nous sommes en bonne compagnie aujourd'hui puisque M. Krenk a souvent eu l'occasion de dire et d'écrire ce que signifiait ce concept d'état de droit, et je vais donc me permettre de le citer. Cela signifie que l'ensemble des organes de l'État sont assujettis au droit, sous le contrôle d'un juge indépendant chargé de veiller en toutes circonstances au respect des droits fondamentaux des individus. Et puis comme il a souvent eu l'occasion de l'écrire et de le dire également, et je le cite toujours, l'état de droit est un édifice fragile, dont il faut continuellement préserver les fondations. Si l'état de droit est sur toutes les lèvres depuis quelques années, c'est essentiellement en raison de l'atteinte que le sous-financement chronique de la justice porte au droit d'accès effectif aux juges, ce qui est l'une de ses composantes essentielles. Évidemment, comment prétendre vivre dans un état de droit si l'on ne peut obtenir justice faute de moyens humains et matériels suffisants ? Et puis à ma place, il y a 2 ans, Maître Lackner avait quant à elle poussé un cri de détresse face au délitement de l'état de droit, notamment en raison des errements de l'exécutif face à la crise du Covid. Alors je ne vais pas revenir tout de suite sur le Covid, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Non. Audrey, si tu nous écoutes. Non. Même si je partage ces constats, la justice est manifestement sous-financée, et ce de manière chronique. Et l'exécutif s'assoit allègrement sur les principes de l'état de droit, notamment lorsqu'il refuse d'exécuter des milliers de décisions de justice. Mais à mes yeux, un autre mal, plus profond et moins visible, ronge davantage encore notre état de droit. C'est la tendance lourde des juridictions pénales à limiter la portée du droit à la liberté, du droit au respect de la vie privée, du droit à un procès équitable et du principe de l'égalité des incriminations et des peines. Ce faisant, ces juridictions renforcent de fait la capacité des autorités policières et judiciaires de porter concrètement atteinte à ces droits et libertés, au travers, par exemple, de la détention préventive, de la saisie pénale conservatoire, ou d'innombrables moyens d'enquête permettant d'identifier et d'observer les déplacements, les communications téléphoniques et électroniques, les activités financières, et j'en passe, et des meilleurs, des individus. Il est là le danger majeur pour l'état de droit. Des droits et libertés individuelles sans substance, de façade, sacrifiés sur l'autel de l'efficacité des poursuites.
Au risque de vous surprendre, j'ai aussi réfléchi aux causes de l'étiolement de l'état de droit. Et je me propose évidemment de vous révéler l'état de mes réflexions. La première cause que je vois à cet étiolement, c'est la consécration par la Cour de cassation de la règle suivant laquelle la preuve recueillie irrégulièrement est par principe, susceptible de fonder un constat de culpabilité. Pratiquement, cela conduit à ce que les irrégularités soient quasi systématiquement couvertes, pour autant qu'elles soient encore soulignées. Symboliquement, et c'est là l'essentiel, cela envoie le message à toute la chaîne pénale. Policiers, avocats, procureurs, juges d'instruction, juges du fond, que l'objectif de réprimer les infractions prime celui de garantir les droits fondamentaux des justiciables. Il n'est pas surprenant dans ces conditions que la problématique de la légalité du recueil des données de la messagerie SkyECC ait suscité si peu d'intérêt en Belgique, en comparaison avec nos voisins européens, j'entends. À quoi bon investir trop de temps, trop d'énergie, et puis disons les choses comme elles sont, trop d'honoraires dans ce débat, pourtant central pour le droit au respect de la vie privée et le droit à un procès équitable, alors même que les irrégularités seront en principe couvertes. La deuxième cause de cet étiolement de la culture de l'état de droit est l'incapacité de la magistrature à mettre fin à l'usage excessif de la détention préventive. En dépit de l'élargissement par le législateur des alternatives à l'enfermement et surtout, du constat unanime, clair et sans équivoque d'un problème chronique et croissant de surpopulation carcérale, rien n'y fait. Le droit à la liberté individuelle, le droit au respect de la vie privée, le droit à la santé et la présomption d'innocence pèsent en pratique bien peu face aux diktats de la sécurité publique. Rappelez-vous que pendant la crise du Covid, les magistrats ont ainsi continué à envoyer et à maintenir des personnes en détention préventive alors que les établissements pénitentiaires étaient globalement incapables de leur offrir un traitement et un environnement adaptés. Difficile de croire que dans de telles circonstances, c'était toujours une absolue nécessité pour la sécurité publique, comme la loi l'exige pourtant. Plus généralement, les conséquences dramatiques de la surpopulation carcérale sur la santé mentale et physique des personnes détenues, bien connues et largement dénoncées, en ce compris au sein de la magistrature, n'a pas induit de réduction notable du recours à la détention préventive. Je serais presque tenté de dire au contraire. Mais vu cette culture de la détention préventive, il n'est pas surprenant non plus que le tribunal ait pu juger opportun, le soir du 29 octobre 2024, dans un silence complice, d'arrêter immédiatement des dizaines de personnes, 5 par 5. Les détentions découlant de ces arrestations immédiates, qui se sont pour l'essentiel muées ensuite en détention préventive, ont d'ailleurs été globalement confirmées par la Chambre des mises en accusation ensuite. En conclusion, si je soutiens que le procès SkyECC est un échec et qu'il symbolise plus largement la déliquescence de notre justice pénale, ce n'est pas parce qu'il a abouti à de lourdes condamnations. Non, c'est parce que loin de favoriser une certaine forme de restauration de la paix sociale, il a creusé un peu plus encore le fossé entre les justiciables et l'institution judiciaire. Son fondement et sa nature intrinsèquement contraires aux droits individuels, son déroulement dans un lieu asymbolique essentiellement sécuritaire et son issue odieuse ne peuvent en effet que faire naître le sentiment qu'il était un acte de violence, poursuivant un objectif politique et non un objectif de justice. Or, comme Madame la procureure générale près la Cour de cassation, Ria Mortier, l'a écrit et l'a dit dans sa Mercuriale de 2024, et je la cite, « Ni les grands principes, ni les institutions et règles formelles de l'état de droit ne garantissent quoi que ce soit.
s'ils ne se doublent pas d'une profonde conviction concernant leur signification ou d'une réelle volonté d'agir conformément à ces principes. Contrairement à ce qu'on entend régulièrement et à ce qu'on lit dans la presse, je ne crois pas que la justice pénale, malade depuis de longues années déjà, sera sauvée par un providentiel refinancement, par de nouvelles places en prison ou par de quelconques évolutions technologiques. La justice pénale regagnera de la vigueur lorsque, collectivement, les membres de l'ordre judiciaire se donneront à nouveau pour objectif de faire vivre l'état de droit. La justice pénale reprendra des couleurs lorsque la preuve obtenue régulièrement sera à nouveau, par principe, exclue du débat judiciaire. La justice pénale retrouvera de la grandeur lorsqu'elle replacera au cœur de ses préoccupations la limitation du recours à la détention préventive et plus largement à la privation de liberté. La justice pénale sera forte lorsqu'elle entendra les victimes et reconnaîtra leurs souffrances, tout en cherchant à restaurer, dans la dignité, les liens rompus par l'infraction. Et puis la justice pénale rayonnera lorsqu'individuellement, chaque magistrat sera animé de la volonté profonde d'agir conformément aux principes de l'état de droit, de participer à son développement, ainsi qu'à la perpétuation de sa culture. Monsieur le Président de la Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles, Karim, mon frère, Madame la bâtonnière, Mesdames les hautes magistrates, Messieurs les hauts magistrats, chers consoeurs, chers confrères, Mesdames, Messieurs, en mai 1917, alors qu'elle était emprisonnée en Allemagne pour ses idées et le combat politique qu'elle menait, Rosa Luxemburg écrivit ces mots à son amie Sonia. Et tout à coup, dans ce paysage aux lueurs mystérieuses, le rossignol se fit entendre sur l'érable devant ma fenêtre. Au milieu de la pluie, des éclairs, du tonnerre, son chant sonnait comme une cloche claire. Il chantait comme un possédé, comme s'il voulait étouffer la voix du tonnerre et dissiper les ténèbres. Je n'ai jamais rien entendu de plus beau. Son chant se détachant sur un ciel de plomb et de pourpre semblait un scintillement d'argent. Rosa Luxemburg est libérée le 10 novembre 1918 à la faveur de la Révolution allemande, mais elle est arrêtée à nouveau quelques semaines plus tard, le 15 janvier 1919, toujours pour ses idées et son combat politique. Le jour même, elle est assassinée par l'un des militaires qui la conduisait en prison. Le soir du 29 octobre 2024, je n'ai pas eu le courage du rossignol, face aux ténèbres et au tonnerre qui frappaient le justiciat. Je me suis promis que plus jamais cela n'arriverait. Plus jamais je ne resterai silencieux face à la violation des droits fondamentaux ou de la dignité d'une personne que je défends. Plus jamais. Nous, avocates et avocats, sommes le rouage majeur de l'état de droit car c'est à nous et à nous seuls qu'il incombe en premier lieu de dénoncer les atteintes qui y sont portées. Nous sommes toutes et tous des rossignols. Ne l'oublions pas et prenons chacune et chacun notre part dans ce combat constant pour des droits fondamentaux concrets et effectifs, à notre manière et selon notre sensibilité, bien sûr. Mes consoeurs, confrères, battons-nous, toujours.